ChatGPT est plutôt utile, mais on ne peut pas construire un produit complet seulement avec ça. Ça fait plusieurs vidéos déjà que je parle de RAG et c'est pas pour rien. Comme on l'a expliqué dans notre livre et notre cours avec Towards AI, la récupération des documents ou de textes utiles est nécessaire pour tous les produits basés sur des modèles de langue. Il faut fournir des informations supplémentaires à notre modèle de langue pour qu'il soit réellement utile. Ça signifie qu'il doit être plus qu'un simple assistant Google. Il doit avoir un contexte à jour et des informations pertinentes à partager avec votre utilisateur. En gros, vous voulez votre propre modèle de langue sans le coût de l'entraînement. C'est pourquoi le RAG, ou la génération augmentée par récupération, existe. Mais que faire si votre base de données est immense ou s'il y a une énorme quantité d'informations à comparer? Comment s'assurer que la partie récupération de la chaîne ne nous ralentit pas? Pour commencer, il est important de savoir que lorsqu'on récupère des informations, on utilise un processus appelé indexation. Ainsi, toutes nos informations sont stockées dans une base de données et on veut les indexer de manière la plus efficace possible pour les récupérer plus tard. Voyons comment ça fonctionne. Au fait, j'assume ici que vous savez ce qu'est le RAG et si ce n'est pas le cas, j'ai la vidéo parfaite pour vous ici. Tout d'abord, dans les bases de données ou les requêtes de recherche classiques, les données sont stockées sous forme de lignes avec des colonnes fournissant des informations supplémentaires sur le document, comme la date, les auteurs, etc. Avec une requête de l'utilisateur, qui est souvent une question, nous cherchions auparavant des correspondances exactes ou très proches. Ça a changé avec la révolution des grands modèles de langue ou LLM. Au lieu de trouver seulement des correspondances précises, on utilise une base de données vectorielle. Notre base de données vectorielle est en fait l'ensemble de la base de données que nous avons alimentée dans notre modèle de langue pour qu'il comprenne le sens des textes, ce qu'on appelle des embeddings ou vecteurs contextuels en français. Ces vecteurs contextuels sont simplement de longues listes de nombres qui représentent le sens général de chaque partie de texte de notre base de données. Ensuite, pour chaque nouvelle requête, on la soumet à notre système de vecteurs contextuels et utilise cette liste de nombres pour comparer manuellement tous les vecteurs contextuels de notre base de données et récupérer les plus similaires. En bref, dans une base de données vectorielle, on utilise le contenu lui-même, la recherche sémantique, pour obtenir du contenu similaire. Mais on a toujours le problème de volume. Que se passe-t-il si nous avons des millions et des millions de vecteurs? Est-ce que nous comparons encore chacun d'eux à notre vecteur de requête? Pas vraiment. C'est là qu'un bon indice vectoriel est nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'un indice vectoriel exactement? Les Vector Index, en anglais, ou indice vectoriel, est une structure de données qui permet de rechercher et de récupérer les vecteurs contextuels à partir d'un vaste ensemble de données. Il doit être à la fois rapide et précis. Comme on l'a vu, un vecteur contextuel est un objet converti en une liste de nombres. Chaque vecteur contextuel similaire est placé à proximité dans cet espace vectoriel. Comment sait-on si deux vecteurs contextuels sont similaires? On utilise des mesures de distance comme la similarité cosinus ou cosine similarity en anglais, le produit scalaire ou la distance euclidienne, pour mesurer la distance et trouver les plus proches. C'est simplement des moyens simples de comparer des grandes listes de nombres ensemble et ça nous donne un chiffre qui mesure cette comparaison. Il existe plusieurs méthodes pour créer des index vectoriels. Regardons certaines des méthodes les plus populaires en détail. La méthode la plus simple est l'index plat. Ici, on convertit le texte en un vecteur contextuel et on le stocke tel quel. On utilise ensuite une requête pour rechercher et obtenir les informations les plus similaires. L'avantage est qu'il est très précis, cependant l'inconvénient, c'est qu'il rend la recherche très lente, quand on doit comparer le vecteur contextuel de la requête avec toutes nos données. La méthode suivante est l'index de hachage sensible à la localité, ou LSH. Dans cette approche, les vecteurs sont regroupés en sauts, ou buckets en anglais, et en fonction de leur similarité, à l'aide de fonctions de hachage sensibles à la localité. Lorsqu'un vecteur de requête est introduit, il est haché de la même manière pour identifier le saut le plus similaire. Seuls les vecteurs de ce saut sont ensuite recherchés pour trouver une correspondance. Ce serait un peu comme dans une bibliothèque où les livres sont tous classés par genre. Si vous cherchez un livre spécifique, vous n'avez besoin que de chercher dans la catégorie correspondante plutôt que dans toute la bibliothèque. Vous pouvez ensuite les ordonner par nom d'auteur et vous trouverez tout en quelques secondes. Cette méthode garantit que les éléments similaires sont regroupés, rendant le processus de récupération efficace et précis. Un autre type d'indexation s'appelle l'index inversé. C'est similaire au LSH qu'on vient de voir, mais au lieu de hachage, nous regroupons les vecteurs. Nous prenons un centroïde et calculons des groupes.
Donc nous calculons tous les vecteurs contextuels de notre ensemble de données et les regroupons en utilisant des algorithmes automatiques, qui divisent nos vecteurs contextuels en groupes denses selon leur similitude. Les livres de comédie pourraient être tous regroupés ensemble en fonction des rires ou d'autres traits similaires dans le texte directement, par exemple. Un problème avec cette méthode est que lorsque la requête se trouve à la limite de plusieurs groupes, on a tendance à les chercher tous. Une version améliorée s'appelle l'index inversé avec quantification par produit, ou IVFPQ. Dans l'IVFPQ, chaque vecteur d'un groupe est ensuite décomposé en sous-vecteurs plus petits et ces sous-vecteurs sont encodés en bits, un processus appelé la quantification par produit, qui accélère vraiment le processus de comparaison. On compare alors ces bits encodés plus petits au lieu des vecteurs contextuels d'origine pour plus d'efficacité. Enfin, on a l'index HNSW, ou Hierarchical Navigable Small Worlds. C'est la méthode d'indexation la plus populaire car elle est rapide et précise, réduisant la zone de recherche pour faciliter la recherche de ce dont vous avez besoin. On doit d'abord construire un graphe. Vous pouvez commencer avec un graphe vide qui ressemble à ceci. Lorsqu'un document est ajouté, vous commencez par la couche supérieure et naviguez vers le bas en vous connectant à des éléments similaires à chaque couche. Chaque nœud est relié à ses voisins les plus proches, créant une structure multicouche. Ensuite, vous effectuez la recherche. Lorsque vous recherchez un vecteur, vous commencez à nouveau par la couche supérieure. Vous trouvez le voisin le plus proche et descendez à travers ses voisins les plus proches. Ça continue de couche en couche jusqu'à atteindre le niveau inférieur où vous trouvez les vecteurs les plus similaires. Ce processus élimine la grande majorité des données en descendant les couches à travers des vecteurs globalement similaires de manière progressive. On sait maintenant à quoi ressemble un bon index. Récapitulons comment tout ça s'articule ensemble. D'abord, tous nos textes ou données provenant de notre base de données sont divisés en petites parties. Nous appelons ces parties de texte nos nœuds. Ils sont essentiellement des segments individuels ou des unités des données d'origine, des fragments de texte dans notre cas simple. Ces nœuds sont ensuite convertis en vecteurs contextuels, des représentations numériques du texte, et stockés dans une base de données d'index vectoriel. Lorsqu'un utilisateur pose une question, qui est notre requête, elle est convertie en un vecteur contextuel également. Grâce à la méthode d'indexation, la base de données est recherchée et renvoie les meilleurs résultats qui correspondent à la requête. C'est une configuration basique et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour l'améliorer. Une première amélioration rapide serait d'utiliser des techniques de prompting pour ajouter du contexte à la question de l'utilisateur et aider votre système de récupération à trouver l'information la plus pertinente possible. Car certaines questions peuvent manquer de détails et être assez générales, ce qui donne lieu à des vecteurs contextuels déconnectés de ce que vous recherchez vraiment. Ensuite, vous pouvez également implémenter d'autres méthodes de recherche avec des mots-clés ou une recherche hybride pour améliorer encore le système et aider votre index à récupérer les informations souhaitées. Il existe aussi d'autres méthodes d'indexation comme le Multiscale Tree Graph, MSTG, que vous pouvez explorer, mais tout ceci est pour de futures vidéos. Bref, l'utilisation des index vectoriels dans les systèmes RAG permet de rendre la récupération d'informations pertinentes, rapide, précise et évolutive. En convertissant le texte en vecteurs contextuels et en les stockant dans une base de données d'index vectoriel structuré, le système peut rapidement et efficacement trouver le contenu sémantique similaire. Tout ça peut être fait avec d'excellentes plateformes de bases de données vectorielles comme ChromaDB, Milvus ou Pinecone en utilisant LlamaIndex comme nous le voyons dans notre livre Building LLMs for Production qu'on a sorti récemment avec 2RDI qui est uniquement disponible en anglais. J'espère que vous comprenez maintenant un peu mieux ce qui se passe en coulisses avec l'indexation et pourquoi il est important d'en implémenter une dans votre système de récupération de données. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous verrai dans la prochaine.